Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho sur France 24 en compagnie de Denis Jacquet. Bonjour Denis, vous êtes président et cofondateur de Parrainer la Croissance. Éric Heyer, merci Éric d'être avec nous. Bonjour. Éric Heyer, directeur de l'OFCE. Alors François Hollande, vous le savez, confirme qu'il va baisser les impôts en 2017 si la conjoncture le permet. La décision sera prise cet été, a dit le président chez nos confrères d'Europe 1 ce matin. Il est revenu sur la situation économique de la France. Oui, ça va mieux, c'est une réalité, a affirmé le président. Mais selon un sondage européen, 86% des Français estiment que ça ne va pas mieux en France. Je vous propose d'écouter le président et on en débat ensuite. Quand je dis « ça va mieux », ce n'est pas un propos de circonstance ou de campagne ou de tribune. C'est une réalité. Ça va mieux sur l'investissement qui repart. On va faire sans doute près de 7% d'investissement en 2017 du côté des entreprises privées. Ça va mieux sur la compétitivité. Aujourd'hui, le coût du travail en France pour l'industrie est inférieur à celui qui existe en Allemagne. Est-ce qui vous a convaincu, François Hollande ? Pas convaincu. Effectivement, non, on peut considérer que ça va mieux dans le sens où c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a bien effectivement des chiffres macroéconomiques qui vont mieux. Alors ensuite, on peut se poser la question, est-ce que le PIB, reflète bien la santé des citoyens, est-ce qu'elle profite bien à tout le monde? Mais globalement, ça va mieux, mais même quand on dit ça va mieux, généralement, c'est que ça va pas bien. C'est-à-dire qu'on est dans l'amélioration, donc il faut rappeler que le chômage est encore à des niveaux extrêmement élevés, que la compétitivité n'est pas encore exceptionnelle, etc. Mais ça va tout de même légèrement mieux. Et ça va mieux dans l'ensemble de l'Europe et ça va plutôt moins bien en France. Bon, alors ça, oui. Alors, si on regarde sur un an, vous avez raison, mais si on regarde depuis le début de la crise, la France va même un peu mieux que la moyenne de la zone euro, qui est vraiment divisée en deux. Il faut rappeler, la zone euro, c'est l'élève malade du monde développé, c'est-à-dire que c'est la zone au monde où il y a le moins de croissance économique. Et au sein de cette zone euro, vous avez les pays du Nord comme l'Allemagne qui vont très bien, et puis les pays du Sud comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui vont beaucoup moins bien, y compris que la France. Donc la France est vraiment dans cette moyenne. Mais attention, on peut pas se contenter de ce ça va mieux, parce que ce ça va mieux, il faut rappeler, c'est avec 10% de chômage, avec un déficit important. Pas totalement convaincu donc par François Hollande. Denis Jacquet. Je suis revenu. Maintenant que votre micro fonctionne. Non, je disais oui, effectivement. Convaincu ou pas? Non, enfin, moi, c'est bien toujours de faire cet effort de pédagogie positive de façon à ce que ça devienne autoprophétique et qu'à force de dire aux gens que ça va mieux, ils pensent eux aussi que ça va mieux et puis ça finit par aller mieux. Le problème, c'est qu'il faut regarder la réalité des entreprises. Je veux dire, effectivement, si on le voit positivement, le nombre de liquidations d'entreprises annuelles a diminué. Bon, ça va mieux. L'investissement a un tout petit peu repris, mais on sait le temps que ça va prendre. Troisièmement, il y aura un peu plus de croissance, mais est-ce qu'on va avoir de la croissance avec de l'emploi? Ça, c'est quand même la grande question qu'on se pose tous. Alors, est-ce que c'est vraiment le gouvernement qui peut faire quelque chose? Bon, mais voilà, après, il y a les chiffres, il y a la façon dont on les fabrique, il y a les gens qu'on envoie en formation, etc. Bon, 70% de chômage en plus en 4 ans des seniors. Les seniors ne peuvent pas vous dire dans les sondages qu'ils pensent que ça va mieux. Donc, voilà, et grosso modo, et puis les jeunes, et puis les PME, si vous interrogez les PME aujourd'hui, enfin, il y en a 4000 toujours chez Parrainer la Croissance, on les sonde régulièrement. Pour l'instant, elles voient toujours qu'elles ont une trésorerie au mieux à 30 jours, elles ne voient pas les commandes augmenter et elles voient leur situation qui est toujours aussi incertaine. Donc on ne peut pas dire que ça s'améliore beaucoup. Et à chaque fois qu'on essaie de prendre une mesure, alors peut-être qu'elle a été mal faite pédagogiquement, cette mesure El Khomri, elle aurait dû être réservée aux PME. Il y a des moyens avec les seuils de l'aménager. Ça aurait fait un bol d'oxygène incroyable. À chaque fois qu'on aborde un sujet comme ça, ça devient un sujet idéologique en France. Donc, c'est très compliqué. Si on veut avoir de la croissance avec de l'emploi, il va falloir mettre le turbo et des mesures beaucoup plus fortes que ce à quoi on a assisté. Il reste peu de temps pour mettre le turbo. Alors les impôts, là François Hollande a dit qu'il allait les baisser en juillet si la croissance se maintient. On écoute le président et on réagit ensuite. Dès lors qu'il y a une baisse qui va se poursuivre pour les entreprises, puisque le pacte de responsabilité n'est pas achevé, il aura sa dernière étape en 2017. Il m'apparaît logique, il m'apparaît même juste que aussi les ménages puissent avoir leur part de la redistribution. Il ne s'agit pas là de distribuer ce que l'on n'aurait pas. On a redressé, si les comptes s'améliorent, si la croissance se confirme, il y aura également un geste du côté des ménages. Alors 12 millions de contribuables ont connu une baisse d'impôts, a rappelé François Hollande, Denis Jacquet, et là ils devraient continuer. Alors ça c'est plutôt une bonne tendance? Non, mais j'allais dire, c'est bien si on va dans une France dans laquelle les impôts diminuent, c'est toujours une bonne chose. Je pense que moi je préférerais qu'on se cristallise sur l'investissement. J'étais avec un fonds américain l'autre jour qui a investi en gros l'année dernière 1,8 milliard dans des boîtes notamment du numérique, dans les PME et start-up. 1,8 milliard, c'est exactement ce qu'il a fait à lui tout seul et ce qu'on a fait sur la totalité de la France l'année dernière, puisqu'il y a eu 1,8 milliard d'investis dans le capital risque.
ça crée des boîtes, ça crée des jobs, ça crée de la croissance, ça crée de l'activité. Donc, bien évidemment, pour cette classe moyenne, on ne sait même plus trop où elle est, d'ailleurs où est-ce qu'elle commence, où elle finit, qu'on voit effectivement se paupériser. Là, c'est bon pour le moral. Si on y récupère quelques centaines d'impôts à l'année, franchement, ça ne va pas changer dramatiquement leur pouvoir d'achat et leur capacité. Ça va changer un peu leur morale, parce qu'ils vont se dire, bon, bah, ça y est, on nous redessert un peu les taux. Donc, à nouveau, c'est la méthode Coué. C'est plutôt bon. Sur l'économie, l'investissement, la consommation, je ne suis pas persuadé que ça change fondamentalement les choses. Éric Heyer, bonne tendance. Il faudra la financer aussi. Oui, alors il faut la financer. Alors d'abord, il faut rappeler, là, les chiffres sont sortis aujourd'hui, pour l'année 2015 des comptes annuels. Les prélèvements obligatoires ont baissé en France de 0,1. C'est extrêmement faible, mais ça a tout de même baissé. Alors, ça a fortement baissé pour les entreprises, ça a plutôt augmenté pour les ménages. Donc, il est là un peu le bilan de ce quinquennat, c'est que globalement, à la fin du quinquennat, si tout est fait, globalement, les entreprises auront retrouvé leur niveau de prélèvement obligatoire, alors que les ménages auront à peu près 3,5 points en plus. Donc, effectivement, il faut rééquilibrer tout de même tout cela. Alors, est-ce que le gouvernement aura les marges de manœuvre? Vous voyez que c'est très limite. C'est-à-dire qu'on a des engagements de réduction du déficit. Pour l'instant, on les respecte. Même on est légèrement en avance. On ne peut pas parler de cagnotte parce qu'on a un déficit trop important, légèrement en avance. Et la croissance économique est légèrement supérieure aux attentes. Donc, effectivement, il pourrait y avoir un peu de rééquilibrage de ce point de vue-là, mais c'est extrêmement fragile. Vous voyez que le 23 juin, il y aura un vote au Royaume-Uni. Il est possible que si ce vote se passe mal, la reprise en France, on perde quelques dixièmes. Et donc, si on vous parlez des conditions extérieures, comme si la reprise en France n'était liée finalement qu'aux meilleures conditions extérieures. Oui, parce qu'en grande partie, on vit avec le ralentissement chinois, avec un possible Brexit. Et donc, effectivement, il a raison de mettre du conditionnel parce que, vous voyez, qu'on n'est pas non plus avec des marges de manœuvre extrêmement importantes. Alors, Wael Khomri, il est tenace, le président de la République, on l'écoute. Cette loi, elle va passer. Elle va passer. Vous ne céderez pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a été discutée, elle a été concertée, elle a été corrigée, elle a été amendée. Je ne céderai pas. Il y a eu trop de gouvernements qui ont cédé, et d'où l'état du pays que j'ai trouvé en 2012, pour que moi-même, dans des circonstances qui ne sont pas faciles, je puisse céder dès lors qu'un compromis a été trouvé, un équilibre a été obtenu, que les syndicats réformistes sont derrière ce texte et qu'il y a une majorité de socialistes qui sont en faveur de le voter. Il affirme son autorité, là ? J'ai toujours un peu de mal avec l'autorité façon Hollande. On sent que ce n'est pas quand même un truc très naturel chez lui. Bon, il a peut-être d'autres façons de le faire passer, puis c'est pas mon rôle que de le critiquer. En tout cas, il va la faire passer, cette loi. Bon, oui, déjà, il y a le 49.3 en première lecture. On pourra dire ce qu'il en reste, mais néanmoins, ce qui est terrifiant, moi, j'aurais tendance à dire à la gauche de la gauche, aux syndicats, qu'on respecte, bien évidemment, dans un espoir démocratique profond dans ce pays, que ça marche tellement bien, le droit du travail dans notre pays aujourd'hui. Pourquoi on le change, quoi ? Ils ont raison. 10% de chômage, 300% de chômage. Ça marche tellement bien, mais ne changeons rien. Et effectivement, cette histoire d'acquis sociaux, de remise en cause, de tout un travail de 100 ans, 200 ans. Je faisais un débat l'autre jour avec Gérard Filoche qui me rappelait... Elle ne va pas suffisamment loin, c'est ce que vous voulez dire. Dans les mines, je veux dire, aujourd'hui, à l'économie du numérique, bon, il faut arrêter la plaisanterie. Donc, ça ne marche pas. Essayons autre chose. On pourra toujours corriger le tir. C'est terrifiant, cette loi. Alors, c'est vrai qu'elle aurait dû être mieux expliquée, mieux préparée, réservé aux PME et PMI qui sont les seuls créateurs d'emplois nets dans ce pays. Ça aurait été bien, ça aurait mieux passé et les gens comprennent bien ce que c'est qu'une petite boîte. Ils ont du mal à se dire mais pourquoi faire un cadeau à des grandes boîtes qui de toute façon n'ont aucune pitié avec l'emploi, et c'est quand même très largement vrai. Et ça, on n'a pas su le faire. C'est un déficit de pédagogie, c'est dommage. Éric Heyer. En partie, un déficit de pédagogie. Et puis, il faut rappeler, il n'y avait pas non plus de légitimité outre mesure, puisqu'il n'avait pas été élu sur ce programme-là. Ensuite, tout de même, le retour d'expérience réussie de flexibilité dans les marchés, dans les pays étrangers, ont été accompagnés de politiques soit macroéconomiques extrêmement accommodantes, soit des éléments de sécurité. Donc, le problème de cette loi, de mon point de vue, c'est pas qu'on flexibilise, ça, pourquoi pas, mais c'est qu'on ne dise pas comment on garantit pour la personne qui va perdre son emploi le fait qu'elle ne va pas tomber dans une forte précarité. Ils ont créé le CPA. Alors voilà. Alors, effectivement, ils ont préparé le meuble, mais il n'y a rien dans ce meuble-là. Donc, il fallait remplir le tiroir. Donc, c'était ça la pédagogie, c'était de dire attention, c'est équilibré. Et là, les syndicats, on pouvait leur dire non, attention, là, on va vers la flexi-sécurité, donc tout va bien. Mais c'est vrai que les éléments de flexibilité peuvent faire peur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut soit plus de pédagogie, soit un peu de flexi-sécurité. En tout cas, là, c'est plutôt un passage en force. Alors, Emmanuel Macron, un mot. A-t-il votre confiance ? Oui, a dit le président. Sinon, il ne serait plus mon ministre. Un petit commentaire ? C'est quand même Hollande qui l'a fait naître. Je pense que Macron est peut-être un des rares hommes avec un peu d'éthique et un peu de fidélité. Alors, les mois à venir... Fidélité ?
Je pense que ça doit pouvoir exister. Bon, maintenant, on se trompera peut-être, on le verra dans les semaines et les mois qui viennent. Fidélité à géométrie variable. Ah oui, moi, il y a 6 mois, j'aurais été d'accord avec cette position. Là, maintenant, j'ai un gros doute sur cette position-là. C'est très trouble le jeu. On ne sait pas trop ce qui se passe. Quitter le gouvernement, ça reste la question. En tout cas, il prépare en tout cas une façon de le quitter ou de se faire exclure et pour présenter sa candidature au cas où on n'en irait pas. Assez rapidement. Denis Jacquet, vous le souhaiteriez qu'il quitte le gouvernement, Emmanuel Macron? Moi, je ne souhaite rien. Je me dis que si vraiment il veut y aller, vraiment réformer, apporter quelque chose, il faut prendre ses responsabilités et y aller. Maintenant, est-ce qu'il a les armées pour y aller? C'est autre chose. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.